québécois de Johnson. Je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui à cette si belle journée. Mais je pense qu'on a un excellent candidat et qu'on va avoir une très belle assemblée d'investiture aujourd'hui. Un événement de la sorte, c'est la preuve que notre formation politique est vivante. D'avoir autant de militaires réunis aujourd'hui pour encourager notre candidat, moi, ça me donne confiance que malgré tout ce que les politiciens disent, tout ce que les analystes disent, que à chaque fois qu'on a dit que le Parti québécois allait mourir, on va en revenir plus fort, qu'on va être encore meilleur, qu'on va gagner la prochaine élection. Yeah! Donc, on va débuter à l'instant. Je vais faire une petite allocution très rapide. Par la suite, on va faire un salut au drapeau. C'est M. Émilien Pelletier, ancien député de Saint-Hyacinthe, qui va venir nous faire ça. Ensuite, c'est M. Sylvain Gaudreau qui va venir s'adresser à vous pour ensuite vous introduire notre candidat, M. Jacques Tétrault. Je vais vous lever debout pour accueillir M. Pelletier qui va venir faire le débat. Alors, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour appuyer mon ami Jacques Tétrault à l'investiture dans Johnson. Alors, faire le salut au drapeau, c'est pas compliqué. On se met la main sur le cœur parce que c'est un drapeau qui est important pour nous. Alors, on dit drapeau du Québec, salut. Vous répétez après moi. Drapeau du Québec, salut. À toi, mon respect. Ma fidélité. Mon amour. Vive le Québec. Vive son drapeau. Il s'agit pour moi de notre première investiture. Pas seulement en tant que membre du Parti québécois, en tant que président, et c'est la première investiture que je vis en tant que jeune militant politique. Donc pour moi, je suis très fier de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Je suis très fier d'avoir un candidat intègre, honnête, qui va représenter fièrement les gens de Johnson, mais surtout qui est indépendantiste et qui est fier d'être québécois. Ouais. Donc, sans plus attendre, je demande d'accueillir M. Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, whip de l'opposition officielle et porte-parole en matière d'environnement et de lutte au changement climatique. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien aujourd'hui en cette belle journée, puis surtout en ce jour de la Terre? Oui! Je pense qu'on ne pouvait pas avoir une plus belle journée, le jour de la Terre, pour officialiser la candidature de Jacques Tétrault. Puis il y a quelque chose qui me dit que c'était probablement choisi que le jour de la Terre soit le jour de l'investiture de Jacques Tétrault, parce que Jacques Tétrault est connu partout à travers le Québec pour être un très grand environnementaliste, mais un très grand défenseur de l'avenir de notre planète. Alors, on ne pouvait pas mieux tomber aujourd'hui, en ce jour de la Terre, pour avoir l'investiture de Jacques Tétrault. Et moi, je suis venu ici avec plaisir. Hier, j'étais pas très loin d'ici, un petit peu plus au sud, ou un peu plus à l'est, enfin, sud-est, plus à l'ouest, oui, c'est plus à l'ouest. Bon, merci, vous voyez, j'ai un petit problème d'orientation géographique. J'étais à Chambly. Il y avait une belle activité à Chambly et j'en ai profité, ça faisait bien là, pour qu'il y ait l'investiture de Jacques aujourd'hui. Et vous savez, je veux bien sûr vous entretenir, vous donner quelques mots sur Jacques, mais je veux aussi vous entretenir sur le programme du Parti québécois, notamment en matière d'environnement, et sur ce qui s'en vient dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. D'abord, sur Jacques Tétrault, vous savez, c'est une belle et une bonne recrue pour le Parti québécois. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'ai ma carte de membre du Parti québécois. Ça fait 11 ans que je suis député du Parti québécois dans Jonquière. Et ce qui a toujours motivé mon engagement politique, dès que j'ai pris ma carte de membre du Parti québécois en 1987 au cégep de Chicoutimi, c'est deux piliers fondamentaux qui sont encore présents dans notre parti. Évidemment, la souveraineté du Québec, faire du Québec un pays. Et, deuxièmement,
la justice sociale, la social-démocratie, travailler avec un gouvernement, avec un État fort, pour s'assurer de l'équité, de la justice sociale. Mais il s'est ajouté plus récemment, et je vais vous en reparler tout à l'heure avec le congrès du Parti québécois qu'on a eu au mois de septembre dernier, mais il s'est ajouté à mon engagement politique, et je pense que ça s'est ajouté également dans les piliers du Parti québécois. Un troisième pilier qui est la lutte contre les changements climatiques, la lutte même contre la crise climatique et la protection de l'environnement. Alors, on a avec nous un candidat ici dans Johnson. On va voir tout à l'heure s'il est confirmé, mais si la tendance se maintient, ça semble être le cas. Alors, on a un candidat dans Johnson qui est l'illustration parfaite, qui est l'incarnation de ces trois piliers. Souveraineté, social-démocratie ou justice sociale et environnement. Jacques, j'ai regardé sa biographie. C'est un biologiste de formation. Il a travaillé en agriculture biologique. Et vous savez qu'un des chemins qui va nous conduire au pays, c'est la capacité que nous aurons comme société, comme collectivité, à contrôler notre alimentation, de la terre à la table. C'est ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire. Jacques Tétrault est biologiste. Il a travaillé en agriculture biologique. Alors, il va pouvoir nous aider. Il va pouvoir nous faire cheminer comme collectivité, comme parti politique, vers la souveraineté alimentaire. J'ai constaté également que Jacques a été un militant, on sait qu'il était un militant dans plein de domaines, mais notamment pour Solidarité populaire Richelieu-Yamaska. Alors, le volet social-démocratie, justice sociale, le deuxième pilier du Parti québécois. Jacques Tétrault l'incarne également par ses engagements. Et le troisième pilier dont je vous parle, l'environnement, la lutte contre la crise climatique. Ben là, évidemment, Jacques est l'incarnation parfaite de ça. Son engagement en faveur de l'environnement au Québec est sans faille. Il a été un leader au Québec à partir de 2009-2010, entre autres, dans la lutte contre l'exploitation des gaz de schiste au Québec. Il a sillonné la vallée du Saint-Laurent pour aller rencontrer des citoyens et des citoyennes. Alors, je pense qu'il va être entraîné pour faire la même chose sur le territoire de Johnson. Pour aller rencontrer les citoyens et les citoyennes pour leur dire qu'on ne pouvait pas laisser notre territoire à l'exploitation de ceux qui veulent juste s'en servir pour s'enrichir, le polluer et partir sans rien laisser sur le territoire, sauf des dégâts. Alors, s'il y en a un qui connaît ça, c'est Jacques Tétrault. Et moi, je peux vous dire que déjà, et je te le confirme, Jacques, tu as eu beaucoup d'influence dans nos interventions à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais porte-parole en matière d'énergie entre 2007 et 2011. Alors, on était en pleine crise des gaz de schiste. Je peux vous dire qu'on regardait, on lisait, on rencontrait Jacques, on regardait ses interventions, on les écoutait, on lisait ses textes. Et ça nous a beaucoup influencés. On ne pouvait pas prendre de décision au Parti québécois sans savoir ce que le regroupement Vigilance Hydrocarbures pense ou pensait. Et, évidemment, par le biais de ce que Jacques Tétrault aussi disait ou pensait à travers ça. Donc, beaucoup d'influence. Un autre volet de ce parcours de Jacques, et qui va être très utile pour le Parti québécois, et qui démontre une fois de plus cette incarnation de sa candidature, l'incarnation du Parti québécois par sa candidature, c'est qu'il a été un pédagogue pendant 25 ans, Jacques.
militant syndical, mais d'abord et avant tout un pédagogue. Et la vie politique, par définition, c'est de la pédagogie. Je suis ici devant vous, je vous parle. Il faut que vous compreniez ce que je vous dis. Il faut que je sois capable de l'illustrer. Moi-même, j'étais prof au cégep avant d'être député. C'est juste qu'au lieu d'être devant une classe, quand on est en politique, on est devant un groupe de citoyens, on est devant éventuellement le peuple, quand on est à l'Assemblée nationale, on est devant des collègues, on est devant des groupes, on est devant des militants. Il faut expliquer nos positions, il faut être capable de les faire comprendre. Surtout, il faut s'assurer qu'elles soient partagées par les gens qu'on rencontre. Mais ça, on appelle ça de la pédagogie. Et la vie politique, l'arène politique est un milieu puissant pour exprimer cette pédagogie. Donc, d'avoir un pédagogue avec nous, qui a été engagé dans les milieux sociaux, qui connaît toute l'agriculture biologique, la biologie, qui est un militant de l'environnement, alors que le Parti québécois, puis je vais vous en reparler tout à l'heure, est le parti le plus fermement engagé dans la lutte contre la crise climatique à l'heure actuelle. Comment voulez-vous que Jacques ne se retrouve pas là-dedans? Il est exactement le bon gars, au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est Jacques Tétrault, dans le genre. Il n'aurait juste pas fallu prévoir des bouteilles de plastique pour l'eau ici. Non, je fais des blagues, mais vous savez, je veux continuer parce que c'est très important ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous savez, à chaque campagne électorale, on dit que cette élection, l'élection qu'on a devant nous est charnière, que c'est la plus importante, que c'est une élection historique. Mais là, en 2018, c'est particulièrement vrai. C'est particulièrement vrai. On a sans interruption, presque, une trop courte interruption, entre 2012 et 2014, on a un gouvernement libéral depuis 15 ans. Depuis 15 ans, sans interruption. Oui, et pour le battre, on va applaudir. Ça veut dire qu'il y a des jeunes là, qui ont 18 ans, 19 ans, qui vont voter pour la première fois cette élection, qui ont connu essentiellement, durant toute leur vie, depuis qu'ils sont nés, et là jusqu'à leur première élection cette année, ils ont connu un gouvernement libéral. Alors imaginez ce que ça signifie pour cette génération, mais imaginez ce que ça signifie pour tout le Québec. Alors cette élection, elle est importante pour montrer que la démocratie parlementaire, elle existe, qu'on peut réellement faire une différence. Vous êtes ici, et quand vous sortirez d'ici, vous allez aller chacune dans vos milieux, dans vos familles, chez vos amis, dans des barbecues, l'été s'en vient. Il faut faire mentir les cyniques qui disent que la politique, c'est blanc, bonnet, blanc, que ça ne change pas. C'est faux. C'est faux. Il y a possibilité de faire des choses différentes par rapport à ce qu'on est habitué de voir depuis 15 ans. Il le faut. Et le Parti québécois est la meilleure illustration d'un véritable changement. Parce que si on regarde les sondages, si on écoute les gens, si on écoute les commentateurs en politique à l'heure actuelle, on sent qu'il y a un besoin de changement dans la population. On le sent. Les gens veulent un changement. C'est réel. Mais là, il faut leur faire comprendre aux gens. De là, l'importance d'avoir un pédagogue dans Johnson. Il faut faire comprendre à la population, en échangeant avec eux, en les écoutant, en ne regardant pas la population de haut ou avec arrogance, comme les libéraux sont habitués de le faire. Il faut échanger d'égal à égal avec la population pour faire comprendre que le vrai changement, s'il est vrai que les gens veulent ce changement, le vrai changement n'est pas avec la coalition Avenir Québec. Il n'est pas avec la coalition Avenir Québec. Pour moi, il y a autant de différences entre le Parti libéral et la CAQ qu'il y en a entre un Coke et un Coke Diet. Et ça, il faut faire cette démonstration. Ou entre un Coke et un Coke classique. C'est encore plus mince comme différence. Et ce que j'ai le goût de vous présenter, ce que j'ai le goût de vous parler, c'est de prendre
quelques éléments pour vous montrer qu'il n'y en a pas de différence entre les libéraux ou la CAQ et que la vraie différence est chez nous, est au Parti québécois. Je vais prendre quelques éléments. D'abord, au niveau de l'équipe. Au niveau de l'équipe. Regardez là. Gaétan Barrette. Le ministre le plus aimé. Vous sentez l'ironie. Le ministre le plus aimé du gouvernement libéral. Et il a fait son entrée en politique par quelle porte? Celle de la CAQ. Sébastien Proulx. Il a fait son entrée en politique par quelle porte? Par l'ADQ, qui est l'ancêtre de la CAQ. Dominique Anglade, ministre de l'Économie, était président de la CAQ. Là, je viens de vous dire les 3 ministères parmi les plus importants, en tout cas ceux qui ont le plus de budget: santé, éducation, les missions fondamentales de l'État, 90% du budget, et l'économie, un ministère extrêmement important, sensible, pivot. Les 3 ministres de ces ministères-là sont proches ou proviennent de la CAQ. Et même, c'est interchangeable, hein, parce que leur nouvelle vedette, là, qui a été élue dans une élection partielle de la CAQ dans Louis Hébert, Geneviève Guilbeault, c'est une ancienne attachée politique libérale. Puis on va nous dire que le changement est là. On va nous dire ça. Il faut être capable de dire ça. Puis l'autre élément qui est important, je tiens à le dire, parce qu'on est aujourd'hui dans une assemblée d'investiture, où on a eu une période ouverte pour que chacun des membres du Parti québécois puisse avoir l'occasion de se présenter comme candidat. Alors, il s'est adonné que Jacques fait l'unanimité, il a rassemblé autour de lui, il est le seul candidat. Mais c'est une assemblée d'investiture. La CAQ, Legault, M. Legault, choisit ses candidats comme un PDG, hein, dans des entrevues derrière des portes closes. Même moi, qui est député depuis 11 ans, j'ai été ministre, j'ai été chef intérimaire, je ne suis pas sûr de me prendre pour un autre, mais j'ai mon assemblée d'investiture vendredi prochain dans Jonquière. Donc, on a ouvert la possibilité à d'autres militants de Jonquière de se présenter. C'est le sens de la démocratie qui est inscrit au cœur même des statuts et règlements du Parti québécois. La CAQ ne se pose pas ces questions-là. Jacques, qui est investi ici par les membres du Parti québécois de Johnson, il va être redevable devant qui? Devant les membres du Parti québécois de Johnson et devant les citoyens de Johnson. Yuri Chassin, dans Saint-Jérôme, la nouvelle vedette de la CAQ. André Lamontagne, le député ici, est redevable devant qui? S'il doit sa candidature au bon vouloir et à la bénédiction du saint-chef qui est François Legault, il est redevable que devant François Legault. Et non pas devant des militants, non pas devant des gens qui prennent la peine de s'investir dans un parti politique et de faire des débats dans un parti politique. Alors, cette nuance-là est importante en termes de reddition de comptes, en termes de démocratie. Deuxième domaine, la santé. Bon. Le Parti libéral, on le sait, ils ont ajouté 3 milliards de plus pour le salaire des médecins. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle. Moi, j'ai beaucoup de respect envers les médecins. J'en ai dans mes amis, j'en ai dans ma famille. Et c'est une profession extrêmement honorable. Mais même un bon groupe de médecins, eux-mêmes, trouvent que là, trop, c'est comme pas assez. Le prétexte était de rattraper la moyenne canadienne. On l'a dépassé. Donc ça, c'est le Parti libéral. Aucune préoccupation pour les patients. Hein, souvenez-vous de la campagne de 2003. Les plus anciens vont s'en souvenir. Jean Charest disait, on va régler le problème dans les urgences. Et il disait quasiment dans les 24 heures de notre élection. Ça fait 15 ans. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'augmenter de 3 milliards le salaire des médecins. La CAQ nous dit, nous, on va limiter la hausse, là, mais donc, ils veulent encore donner une hausse salariale, sauf que, évidemment, vu qu'ils font souvent et tout le temps des coins ronds, ils n'ont pas précisé le montant, mais ils sont d'accord avec une hausse. Le Parti québécois est le seul parti qui a dit qu'on va geler les salaires, on va ouvrir les ententes pour geler les salaires, on va investir dans les services aux citoyens, notamment les services à domicile. Et l'autre élément également, dont les libéraux n'ont jamais eu le courage, que les libéraux, c'est-à-dire, n'ont jamais eu le courage de faire,
c'est de décloisonner les soins de santé, décloisonner les professions. Je suis sûr que les parents qui sont ici ont eu des enfants qui ont eu des otites. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais tous mes amis qui ont des enfants, tous les enfants ont eu des otites. Tous les parents disent qu'une infirmière ou un pharmacien est capable de savoir que c'est une otite. Donc, donnez plus de pouvoir aux infirmières. Donnez plus de pouvoir aux pharmaciens. J'ai rencontré chez nous, moi, des audiologistes qui veulent avoir, qui sont capables également de rendre plus d'actes médicaux pour désengorger réellement les urgences, désengorger réellement cet accès essentiel aux médecins de famille pour qu'ils fassent, les médecins de famille, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils doivent faire et permettent à d'autres professions compétentes, des infirmières qui vont à l'université de plusieurs années, des infirmières spécialisées. Et le Parti québécois est le seul parti qui dit on va créer des cliniques sans médecin, des cliniques avec des infirmières, des cliniques avec des pharmaciens. Comme ça existe à Québec dans la circonscription d'Agnès Maltais, elle avait contribué à sa création, puis M. Barrett a voulu le fermer. C'est la clinique SAPSA. Nous, on va dire on va l'étendre. On est le seul parti qui dit ça. Alors, en matière de santé, il est où le vrai changement? Il n'est certainement pas à la CAQ. En matière d'éducation, le Parti libéral a dit on va couper les taxes. En plus, ils ont créé un nouveau système archi-inéquitable sur la taxe scolaire entre les régions, ce qui fait en sorte qu'on réduit de 670 millions l'argent dans les écoles. La CAQ, surenchère. Nous autres, on va rajouter 700 millions de plus. On est rendu à 1,2 milliard de moins. La CAQ n'a jamais dit comment ils vont financer leurs 700 millions de plus. Jamais. Alors là, ils viennent de nous dire, juste par populisme, pour parler à la poche des gens, préoccupés par les taxes et les impôts, 700 millions de moins. Sans dire comment ils vont le financer. Mais pourtant, quand on parle d'éducation, de quoi on devrait parler? Juste de la réussite des élèves. La réussite des élèves. Des investissements dans les écoles pour avoir des équipements, pour avoir des psychoéducateurs, pour avoir des orthophonistes qui accompagnent les profs, et avoir des bons profs de qualité. C'est juste ça qui devrait nous préoccuper. Le seul parti qui parle de ça. Dès qu'on ouvre la bouche en matière d'éducation, on parle d'abord de réussite. On parle d'abord de réussite. C'est juste le Parti québécois qui dit ça. Et un de nos engagements également en matière d'éducation, c'est de protéger les budgets en matière d'éducation. Vous savez, dans un budget, en général, le seul ministère dont le budget est protégé, c'est le ministère de la Culture. C'est comme une tradition. Là. Mais là, on dit, nous, on va ajouter également le budget du ministère de l'Éducation. C'est juste le Parti québécois. En matière de finances publiques, on a parlé de l'équipe, on a parlé de la santé, on a parlé de l'éducation. En matière de finances publiques, j'espère que vous prenez des notes, là, parce qu'après ça, vous allez tous rencontrer des citoyens et des citoyennes. La manière de faire des libéraux, c'est des mesures d'austérité où on se serre la ceinture pendant 3 ans, puis rendu à l'année électorale, les cadeaux, des bonbons, c'est la pluie des annonces, comme on le voit depuis quelques semaines, depuis le budget du mois de mars. Écoutez, c'est de pousser le cynisme là, à un niveau inégalé. Inégalé. Et ça, les libéraux sont maîtres là-dedans. Sont maîtres. Pendant 3 ans, de 2014 à aujourd'hui, nous ont coupé partout, justement en matière d'éducation, des services aux élèves, moins de professionnels. En matière d'environnement, je suis sûr que Jacques est au courant de ça, moins d'inspecteurs pour aller vérifier la qualité de l'eau potable. Dans tous les ministères, ils ont passé à grappe, sauf pour le salaire des médecins. Et là, au bout de 3 ans, ils nous annoncent un budget avec une hausse des dépenses comme ça. Puis ils ont le culot en plus, ça c'est doublement cynique, de nous dire dans le budget qu'ils vont le financer par des déficits dans les 3 années à venir. Je veux dire, c'est... Moi, je suis convaincu que les Québécois ne tomberont pas là-dedans. Nous sommes un peuple intelligent. On ne peut pas tomber dans cette démagogie libérale et dans ce cynisme libéral. Encore une fois, vous tous qui êtes ici, vous n'êtes pas juste venus entendre un député et un futur député.
vous êtes venus parce que vous êtes des militants. Vous avez un rôle d'ambassadeur partout autour de vous pour diffuser cette information-là. La CAQ, même chose. Il ajoute aussi baisse d'impôts. Alors, du côté du Parti québécois, nous sommes les seuls à avoir affirmé clairement notre foi en un État québécois. Vous avez vu nos publicités, l'État au gym et non au régime. Pas parce qu'on veut un État qui sera déployé partout et qui sera envahissant, mais on veut un État qui sera flexible pour les familles. Hein, on a annoncé, par exemple, le retour d'un tarif unique pour les services de garde, les CPE, une augmentation aussi des CPE sur le terrain. Pour le deuxième enfant en CPE, un tarif unique à moitié moins cher, et pour le troisième enfant et pour les familles très démunies ou plus démunies, et Jacques est sensible à ça à cause de sa militance au sein des groupes qui luttent contre la pauvreté, ben pour les familles plus démunies, les CPE sera gratuit. Et les CPE, une créature du Parti québécois, notamment de Mme Marois et de M. Bouchard, ont fait la démonstration que c'est un des plus puissants outils de lutte contre la pauvreté et de retour au travail des mères et des jeunes parents en difficulté. Ça, pourquoi on a ça, des services comme ça? C'est parce que c'est l'État québécois qui y croit. Nous, on a dit, on va prendre le niveau d'impôt, quand on va arriver au gouvernement le 2 octobre au matin, on va prendre le niveau d'imposition là où il est. Puis on va faire en sorte que l'État soit un État actif pour le bien des Québécois. Autre exemple, en matière d'économie. Le Parti libéral, vous le savez, a lâché nos entreprises québécoises. Un des plus grands projets d'infrastructure routière, le REM, dans la région métropolitaine. Zéro contenu québécois. Pour les trains, il faut le faire. On a une entreprise au Québec qui est partout à travers le monde. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager un peu dans ma vie. J'ai embarqué dans des trains bombardiers à Bordeaux. Ben, les trains qui vont rouler sur les rails du REM à Montréal vont être faits où, vous le savez? En Inde. Pas à 50 %. Tu sais, on avait dit à 75 % on va se garder un 25 % Non. C'est 100 % en Inde. 100 % en Inde, tous les pays du monde. Le royaume du capitalisme, les États-Unis, se garde une portion de construction ou de production locale. Pas au Québec, avec le gouvernement Couillard. Pas au Québec. On a proposé à 2 reprises des amendements dans l'étude du projet de loi sur le REM pour avoir un contenu québécois de 25 %. Les libéraux ont refusé. Qui a voté avec eux? André Lamontagne. Et tous les députés de la CAQ. Ça, je suis sûr que les gens de Johnson seront sensibles à ça. Nous, de notre côté, on a déposé un projet de loi cette semaine, vous irez le voir, le lire, pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est Nicolas Marceau qui l'a déposé. Il a travaillé ça très fort avec Alain Terrien, entre autres, député de Sanguinet, Nicolas Marceau, député de Rousseau, pour revenir au rôle d'origine de la Caisse de dépôt et de placement. Vous savez, la Caisse de dépôt et de placement, c'est un succès, c'est un fleuron de la Révolution tranquille. Quand les Québécois, dans les années 60, ont pris en main leur économie, on a créé un certain nombre d'institutions, on a nationalisé l'hydroélectricité, vous le savez. Mais une autre des institutions derrière laquelle était Jacques Parizeau, ça a été la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il y avait 2 missions à l'origine. Faire fructifier les fonds de retraite, les placements, et investir dans le développement économique du Québec. Qui a changé ça? Jean Charest. Nous, on va revenir à la mission de base pour s'assurer d'avoir une participation du fonds de la Caisse de dépôt dans des entreprises québécoises, s'assurer que la Caisse de dépôt puisse investir dans des entreprises québécoises, et par le biais de la Caisse de dépôt, quand elle est en partenariat avec l'État, comme par exemple dans le REM, ben, s'assurer d'avoir un minimum de 25 % de contenu québécois. Alors ça, on a déposé un projet de loi. Il n'y a pas un geste plus fort qu'un dépôt de projet de loi pour un parti ou pour un député. Le Parti québécois le fait cette semaine. Alors, vous voyez les différences ténues, comme entre un coke et un coke diète, entre le Parti libéral et la CAQ, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière sur l'équipe, la composition de l'équipe, en matière d'économie. Alors, les Québécois, les Québécoises que vous rencontrez, qui vous disent,
Moi, je veux du changement le 1er octobre. Vous allez leur dire de voter pour qui? Pour le Parti québécois. Dernier exemple, et là, je veux insister un peu plus en matière d'environnement. En matière d'environnement, on a le Parti libéral avec le premier ministre Couillard, avec la ministre Isabelle Melançon, qui aiment bien se promener sur la scène internationale en disant qu'ils sont les champions de la lutte contre la crise climatique. Les champions. Ça paraît très bien hein, sur la scène internationale. Le dernier bilan du plan d'action dans la lutte contre les changements climatiques, il vise à réduire de 20 les gaz à effet de serre qui sont émis sur la base de 1990, les réduire de 20 pour 2020. Il nous reste 1 an et demi avant d'atteindre 2020. Résultat du gouvernement libéral, réduction de 9 de 9 Il nous reste 2 ans pour atteindre l'objectif. Et vous savez que les transports sont responsables d'à peu près 42 des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons lancé, lorsque nous étions au gouvernement avec Daniel Breton, entre autres, un solide plan pour l'électrification des transports, dont le budget, dès l'arrivée au gouvernement des libéraux actuels, le budget a été coupé à peu près de la moitié, par rapport à ce que nous, on avait annoncé comme gouvernement. L'objectif du gouvernement actuel est d'avoir 100 000 véhicules électriques pour 2020. Aujourd'hui, il en roule à peu près 25 000, dont 3 au moins qui sont en cours ici, que j'ai vu, dont le mien, et 2 autres. Il y en a peut-être d'autres, mais encore, j'en ai vu au moins 3, c'est le même modèle que le mien. Alors, le gouvernement dit on va avoir 100 000 véhicules électriques pour 2020. Ben là, il reste 1 an et demi, il y en a 25 000. Alors, écoutez, moi, je suis parti de Jonquière, hier, avec mon auto électrique, entièrement électrique, pour venir ici, vous rencontrer, puis hier, être à Chambly, dans l'est, ouest, sud, nord, à Chambly. Alors, j'ai roulé avec mon auto entièrement électrique, puis bon, ça tombe bien, il fait un peu plus beau, alors j'ai plus d'autonomie. Mais une chose est claire, ça nous prend des bornes de recharge rapide. Hein? On ne peut pas rouler ou souhaiter que les gens passent à l'électrique réellement s'il n'y a pas la sécurité de pouvoir se recharger partout sur le territoire du Québec. Bravo! J'ai déposé il y a 1 mois à peu près une pétition qui avait été soulevée ou initiée plutôt par l'Association des véhicules électriques du Québec, l'AVEQ. Pétition qui a récolté, puis on était un peu pressé dans le temps, ça a été une affaire de à peu près 1 mois de signature. 11 000 noms, partout à travers le Québec, réclamant 2000 bornes de recharge rapide. Une borne de recharge rapide, pas une borne régulière, une borne de recharge rapide, ça coûte à peu près entre 50 et 60 000 $. On a dans le fonds vert, qui est alimenté par, entre autres, la bourse du carbone, par la taxe sur l'essence, et qui sert justement à s'assurer d'avoir des actions concrètes pour réduire les gaz à effet de serre, on a autour de 3 milliards. Ça coûterait 2000 bornes de recharge rapide, une affaire comme 110 millions. Zéro réponse de la part du gouvernement. Avant-hier, le premier ministre Couillard a annoncé, il dit on va passer à 2500 bornes au Québec. Ben oui, ça veut dire c'est 1130 de plus. 1130 de plus. Il n'a jamais précisé, hein? C'était des bornes de recharge rapide ou des bornes régulières. D'ici 2020 qui est annoncé, mais grâce, entre autres, au travail de Daniel Breton, que je salue, qui est mon ami, quand on regarde la nouvelle politique de mobilité durable qui a été annoncée la semaine dernière par le gouvernement, après avoir attendu 4 ans, parce que moi j'en avais déposé une comme ministre des Transports, puis dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils l'ont mis sur la tablette, puis la poussière s'est accumulée. Puis là, ils arrivent comme s'ils étaient les grands sauveurs en déposant une politique de mobilité durable. Fin de la parenthèse. Alors, dans cette politique de mobilité durable, on constate qu'il y a 2,6 millions pour des bornes de recharge rapide. Ça veut dire à 50 de financement, parce qu'avec le circuit électrique, en tout cas, je vous fais grâce des détails, là, mais ça a un partenariat avec Hydro-Québec, c'est à peu près 50 de financement. On a calculé, selon Daniel, 86 bornes de recharge rapide. La demande, c'est 2000. C'est le minimum si on veut s'assurer de couvrir le Québec et faire en sorte que les gens puissent passer de l'auto à essence à l'auto électrique. Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans ma région, si je ne compte pas celle de l'État, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 2 bornes de recharge rapide. Je veux dire, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. On est le pays de l'hydroélectricité. On a 2 bornes de recharge rapide. Exact.
dans la même politique de mobilité durable, dans le même budget, le gouvernement annonce 3 millions de dollars pour les superstations de gaz naturel. Donc, il va investir plus dans le gaz naturel, puis il va investir plus dans l'hydrogène que dans les bornes de recharge électrique, qui est dans notre ADN. Exact. Donc, c'est ça, c'est ça le vernis du gouvernement libéral en matière d'environnement. Je vois que le temps passe, que je parle beaucoup. Mais il faut absolument que je vous parle de la CAQ en matière d'environnement. Là, c'est important. Parce qu'ici, c'est André Lamontagne, qui est député, un gars qui est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en passant, c'est probablement sa seule qualité. Son oncle était député du Parti libéral dans Robertval dans les années 70 et 80, Robert Lamontagne. Il est sympathique, André, honnêtement, c'est un gars sympathique, il faut que je le dise. Mais je veux dire, il est député de la CAQ, il faut qu'il assume ses choix. Et quand on parle d'environnement, ben là, on ne peut pas parler d'environnement avec la CAQ, en fait. Tu sais, ça se dit pas, ça. Parce qu'avant les fêtes, on a fait un exercice à l'Assemblée nationale qu'on appelle une interpellation en matière d'environnement avec la ministre de l'Environnement. Ce qui était absurde, c'est que c'était le député de la CAQ, responsable de l'environnement, qui faisait l'interpellation. Moi, j'y vais. Mais avant, vous savez, je suis un gars qui est honnête, qui est de bonne foi. Alors, j'ai fait une recherche pour savoir ce que la CAQ disait en matière d'environnement. Écoutez, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai cherché quand même longtemps. Je suis vraiment un bon gars. Fait que là, vu qu'on ne voyait rien dans le programme, j'ai dit à mes attachés politiques, j'ai dit, allez regarder dans leur document des instances. Nous, on a des conseils nationaux. Eux, c'est des conseils généraux. Fait que dans les 2 derniers conseils généraux avant cette interpellation-là, avec un outil là, sur Word, en informatique, on peut chercher des mots. On a cherché environnement. Rien. 0. 0, 0, 0. Fait que là, vu que je suis vraiment un très bon gars, j'ai dit, on va chercher avec énergie. Tu sais, parler d'énergie renouvelable, de transition énergétique, il faut changer nos façons de faire en énergie. Je l'ai trouvé. Énergie. Et c'était pour qu'il disait, nous allons gouverner avec énergie. Alors, ça s'est disqualifié. Donc, vu que moi j'ai fait tout un tabac avec ça, ben, pas longtemps après, ils ont rajouté un onglet là, sur leur site web en matière d'environnement. Ils ont ajouté un élément. Ça reste dans le très général. Mais là où je veux vous amener, et c'est là que Jacques Tétrault sera extrêmement important avec nous. Parce que la vraie équipe en environnement, elle va être où? Elle va être au Parti québécois. Et Jacques Tétrault en sera un pilier. Il en est déjà un pilier. À partir d'aujourd'hui, il en sera un pilier. Et là, j'ai dit, je vais aller faire une autre petite recherche avec Yuri Chassin, leur nouveau candidat vedette dans Saint-Jérôme, de la CAQ. Alors écoutez, là, il faut que demain matin, vous soyez partout dans Johnson pour demander l'avis à André Lamontagne là-dessus. Ouais, vous continuerez. Mais il faut que ça soit public. Alors, je vous donne des exemples. Sur la question du fonds vert, Yuri Chassin a écrit en 2016, on ne remonte pas à Mathusalem, là, 2016, c'est récent. Il est contre d'avoir un fonds vert au Québec. Sur la question de la bourse du carbone, il dit que le Québec n'aurait pas d'affaire à être dans la bourse du carbone tant que c'est juste avec la Californie. Mais il veut dire qu'il fallait la partir, la bourse. C'est le Québec qui l'a parti d'ailleurs en 2013, quand on était au gouvernement. Le gouvernement précédent de M. Charest, il faut lui donner ça, il l'avait signé. Et celui qui l'a mis en œuvre, le gouvernement, à partir du 1er janvier 2013, c'est le Parti québécois. Donc, la bourse du carbone, lui, il dit que c'est pas nécessaire. Il est contre les subventions pour l'électrification des transports, parce qu'il veut juste laisser le marché se réguler par lui-même. Ça, c'est Yuri Chassin. Et là, vous êtes tous bien assis, là. Yuri Chassin est pour l'exploitation du pétrole et des gaz de schiste et énergie. Il était pour Énergie Est, pour le pipeline Énergie Est. Il est contre l'éolien également. Alors, vous qui êtes ici dans Johnson, il est pour la privatisation. Oui, effectivement, j'aurais pu ajouter ça. Il est pour la privatisation d'une partie d'Hydro-Québec. Alors, vous qui êtes dans Johnson, vous qui avez connu cette période des gaz de schiste, vous qui savez ce que ça signifie, l'exploitation des énergies fossiles,
il faut demander à André Lamontagne s'il est d'accord avec son nouveau collègue, Yuri Chassin, sur ces dossiers. Alors, du côté du Parti québécois, et je suis très fier d'être ici parce que au dernier congrès, on a travaillé fortement avec beaucoup de militants de votre circonscription ou de votre région. Puis, je sais qu'ils se reconnaissent parce qu'on a travaillé ensemble. Et ça, c'est la beauté du Parti québécois. On n'a pas un programme qui est imposé d'en haut pour atterrir chez les militants. On a un programme qui vient de la base. Des militants et des militantes du Parti québécois qui sont réunis dans une salle comme ici, dans un congrès de comté, qui ont fait cheminer leurs propositions au congrès régional, qui l'ont fait acheminer au congrès national. Là, au congrès national, les militants des autres régions se rencontrent. Puis il faut trouver une voie de passage, puis négocier, puis s'entendre, pour trouver la meilleure façon de faire avancer le Québec à travers notre programme. Et là, je suis très fier, parce que, en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, c'est le Parti québécois qui est le plus ferme, qui a le programme le plus fort, qui est résolument le plus engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Et ça, c'est en bonne partie grâce à des militants et des militantes qui sont ici dans la salle, qui étaient au Congrès, qui viennent de votre région. C'est en partie grâce également à Jacques Tétrault. Alors, il faut faire connaître ça, parce que c'est un enjeu qui interpelle tout le monde. La question des changements climatiques, de la crise climatique, pour ceux et celles qui se questionnent sur les finances publiques ou sur nos taxes et impôts, il faut savoir que c'est des milliards que ça coûte aux Québécois et aux Québécoises en réparation d'infrastructures. Quand il y a des inondations comme l'année passée, en Outaouais et en Montérégie, c'est qui paye en bout de ligne pour rétablir les routes? Quand il y a des heures supplémentaires chez Hydro-Québec pour aller remonter des fils ou des poteaux qui sont tombés à cause d'une tempête de verglas qu'on attend en Champlain dans une période de l'année X, c'est qui paye sur sa facture d'hydro? C'est nous. Quand la route 132 ou la route 138, l'autre bord, sur la Côte-Nord, tombe dans le fleuve à cause de l'érosion, moi j'ai été ministre des Transports, là. C'est une route comme la 132 le long de la Gaspésie, là, la côte de la Gaspésie, c'est 3 millions par kilomètre. Imaginez 100 km qui tombent, 300 millions. C'est qui paye ça? Alors, c'est pas abstrait, lutter contre les changements climatiques. L'augmentation des maladies pulmonaires dues, par exemple, à la pollution atmosphérique, l'asthme. Et c'est une question de justice sociale. Et c'est là que Jacques va être doublement interpellé à cause de sa militance dans les groupes sociaux de justice sociale. Les groupes les plus vulnérables au changement climatique, c'est les personnes âgées, les enfants, les personnes les plus démunies, qui vivent dans des quartiers où les appartements sont mal isolés, plus soumis aux îlots de chaleur. Parce que les personnes les plus fortunées peuvent avoir de l'air climatisé, peuvent avoir des maisons bien isolées. Donc, lutter contre les changements climatiques, c'est une question de justice sociale. Alors, le Parti québécois est le parti le plus fermement engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Et moi, je suis particulièrement fier aujourd'hui qu'un gars comme Jacques Tétrault se joigne. Parce qu'il a fait une analyse. Il a regardé les programmes. Il sait le travail qu'on a fait. Est-ce qu'on a été toujours parfait dans le passé? La réponse, c'est non. On a l'humilité de le dire. Mais on ne travaille pas pour le passé. On travaille pour maintenant et pour le futur, quand on va en politique. Et je sais que Jacques va y contribuer puissamment. Alors, je termine en vous disant la dernière grande différence entre les partis, c'est laquelle? C'est celle de faire du Québec un pays. Les gens qui veulent réellement le changement, ça ne prend pas deux partis fédéralistes, la CAQ et le Parti libéral. Le véritable changement, c'est de prendre en main tous nos moyens pour être totalement libres. Il faut le redire, parler de liberté. C'est ça l'indépendance. Puis particulièrement en matière d'environnement, on a été capable de se passer d'énergie Est, mais regardez ce qui se passe en Colombie-Britannique. Trudeau s'est pas cassé la tête, hein? Il a dit, il va passer le pipeline Kinder Morgan du côté de la Colombie-Britannique à partir des sables bitumineux de l'Alberta. Alors, on a une hypothèque sur la tête qui nous pend sur la tête constamment en étant dans ce régime-là. Il n'y a rien qui nous dit, surtout avec ce précédent du pipeline Kinder Morgan dans l'Ouest, que dans un futur qui peut être proche ou plus ou moins loin, qu'un gouvernement fédéral avec Trudeau, le fils de l'autre,
qui va nous passer comme un bulldozer dessus pour nous passer un pipeline ou un projet qui sera refusé par les Québécois. La souveraineté environnementale est un pilier de la souveraineté politique, comme la souveraineté alimentaire, comme la souveraineté énergétique, comme la souveraineté culturelle. Ça se décline dans ces matières-là. Et dans notre programme, on a un projet de loi que j'ai fait ressusciter cette semaine à cause de cet enjeu, justement, de Kinder Morgan, qui vise à affirmer la compétence ultime du Québec en matière d'environnement pour ne pas la laisser entre les mains des fédéralistes. Donc, écoutez, j'ai parlé trop longtemps, mais je veux vous dire merci d'être ici. Je veux vous dire merci d'appuyer Jean. Je veux vous dire merci d'être là, de constituer un comité électoral. Il faut être sur le terrain. Vous savez que j'ai un autre chapeau dans ce parti. Je suis, cette année, président de la campagne de financement. Co-président. Avec mon ami Ève-Marie Taïtilac qui est ici. Écoutez, vous êtes chanceux, vous avez les deux co-présidents de la campagne de financement. Et ça va bien. Honnêtement, ça va bien. On n'a pas encore trop dévoilé les chiffres, là, parce qu'on veut garder le punch. Mais ça va bien. On est le parti politique le plus en avance. Normalement, hein, la CAQ là, qui caracole en haut dans les sondages, ça devrait se refléter dans le financement, puis ils devraient être les premiers dans le financement. C'est faux. Le premier parti politique dans le financement, présentement, c'est le Parti québécois. Avec des mesures qu'on a assainies, d'ailleurs, quand on était là. Il ne faut pas l'oublier. On a été là 18 mois. Les gens disent « Ah, vous n'avez rien fait. » Faux. Une des choses, entre autres, qu'on a faites, on était même peut-être pas hyperactifs, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a modifié encore la loi sur le financement populaire, le financement électoral, pour ramener ça à 100 $ max. Et en année électorale, comme cette année, 200 $. Alors, Jacques est un excellent candidat. Tout le monde le connaît. Il est connu à la grandeur du Québec. Mais il ne gagnera pas s'il n'y a pas un appui solide de ses militants, s'il n'y a pas un financement pour être capable de payer ses locaux, ses pancartes, ses affiches, ses sorties, etc. Alors, Jean de Johnson, je vous propose, oui, d'être membre du Parti québécois, mais de contribuer également à la campagne de financement, particulièrement dans cette année-là, parce qu'on ne peut pas aller à la guerre sans avoir les armes pour y aller. Puis on a un excellent général dans Johnson, qui s'appelle Jacques Tétrault, et à qui je vais laisser la parole. Merci infiniment.